Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent pour cette table ronde sur le thème de cybersécurité et bien-être. Non, je plaisante, on va parler pentest et intelligence artificielle. Vous l'avez vu, l'IA, c'est la thématique principale du FIC cette année. Il y a une douzaine de tables rondes. Nous, on va mettre un focus particulier avec mes camarades de jeu sur la partie IA. Je présente très rapidement mes 4 speakers, mais après, je vais leur laisser un petit peu de temps pour se présenter et nous dire qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait sur le pentest jusque-là. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, ça va ? Ok, merci. À ma gauche, Jean-Michel Bénard, qui est partenaire et cybersecurity audit and advisory chez Grant Thornton. Bienvenue Jean-Michel. Arnaud Treps, CISO chez Audaceva. Franck Périllier, qui est directeur cyber chez Emeria. Et William Ritchie, qui est CTO chez Custosi. Je vous passe la parole juste après, messieurs, pour pouvoir vous présenter plus en détail. On est entré dans la 4e révolution industrielle. Je pense que personne n'est passé à côté. Ça fait quelques années qu'on nous parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a énormément de hackathons qui sont montés en entreprise pour voir comment faire plus avec moins. Et nous, dans le domaine de la cyber, on va pas être en reste parce que les attaquants utilisent l'IA depuis pas mal de temps pour travailler de plus en plus efficacement. Nous, du côté des défenseurs, je pense qu'on est massivement du côté des défenseurs. Même s'il y a des red teamers dans la salle, je vous mets du côté des gentils. On a un gros challenge aujourd'hui parce qu'on subit de plus en plus d'attaques. On a un volume de données à traiter au quotidien qui devient colossal. Et en gros, seul individu, on ne va pas y arriver. Donc la machine va devoir nous aider. Aujourd'hui, on va tâcher de répondre à pas mal de questions. Où est-ce qu'on en est sur les pentests ? Qu'est-ce que l'IA peut nous apporter ? Et on va essayer de se projeter pour réfléchir aux pentests de demain. On aura des questions-réponses avec vous à la fin de la séance. On a prévu un slot pour ça. Donc on passera dans la salle pour vos questions. Et vous pourrez aussi rencontrer nos speakers sur le salon. J'en ai fini avec ce monologue. On va démarrer dans le vif du sujet. Jean-Michel, je te passe la parole. Oui. Vous m'entendez toujours aussi ? Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Jean-Michel Bénard, je suis associé au sein du cabinet Grant Thornton. Je suis dans la cyber depuis une vingtaine d'années, j'interviens dans différents domaines de l'ordre de tout ce qui est technique, tests d'intrusion, donc un petit peu notre sujet du jour, de revue de code, de revue d'architecture, d'autres sujets qui vont plus tourner autour de la GRC, de la réponse à incidents et de l'analyse de risque. Bonjour. Je suis Arnaud Treps, je suis le CISO d'Audaceva. Audaceva est un éditeur de logiciels dans la sécurité des données Salesforce. Et avant Audaceva, j'étais dans le groupe Accor où j'ai commencé le pentest il y a à peu près 20 ans, à l'époque où SQL Map n'existait pas pour les red teamers. Voilà, donc le pentest, une grande expérience. Et l'IA, c'est un sujet où chez Audaceva, on accompagne nos clients pour adopter l'IA tout en réduisant les risques liés aux fuites de données ou aux prompts ou réponses malencontreuses. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Franck Périllier, donc je suis directeur cybersécurité du groupe Emeria. Donc Emeria, c'est un groupe spécialiste dans l'immobilier, les services immobiliers, syndic de copropriété, etc. 18 000 personnes en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Et en France, on est connu sous le nom de Foncia. Donc moi, je suis pas un pentester, je suis pas forcément ultra technique, mais je suis directeur sécurité et la partie offensive est aussi une de nos activités pour tester finalement la résilience de nos entreprises. Et il est un poil modeste. Bonjour, moi je m'appelle William et je suis CTO de Custosi. Et Custosi, on fait de la détection de menaces dans le réseau à base d'intelligence artificielle. Moi je ne fais pas de pentest depuis 20 ans, je fais de l'IA depuis 20 ans, dans la médecine puis dans la cyber. Et là, moi je suis là pour donner mon point de vue du côté des évolutions des IA. Merci d'être là, messieurs. On va démarrer par un état des lieux. Arnaud, Franck, je vais me tourner vers vous. Aujourd'hui, pentest, où on en est ? On met de côté l'IA, on parle juste de pentest. Qu'est-ce qui est fait en entreprise aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il faut différencier deux choses, ce qu'on appelle les scans et les pentests. Donc, pour moi, l'automatisation, c'est ce que je range dans la catégorie du scan, qui est indispensable puisque le scan permet d'avoir une couverture très large. Donc, quand on a des applications qui sont mises à jour régulièrement, dans un grand groupe, on va avoir plein d'applications, on va avoir besoin d'être sur cette couverture large. Et donc, on va être sur du scan pour aller identifier des problèmes. Mais le pentest, ma définition du pentest, c'est quelque chose qui est éminemment manuel, avec un humain qui qui va utiliser des scanners, etc., mais dans une approche plus globale. Donc, ma vision reste que le pentest est avant tout une démarche humaine. Alors après, sur les pentests, qu'est-ce qui se fait ? On a
différentes choses. On a le classique pentest, on va dire réseau, système, où là finalement on est sur des choses qui sont assez déterministes, où les scanners sont assez efficaces. On peut lancer un scan de vulnérabilité pour trouver un port, un service vulnérable et automatiser le lancement d'une exploit. Ça marche assez bien. Quand on est face à des applications spécifiques, web, mobile ou autres, je pense que là, on a encore besoin de l'intelligence du pentester. Donc pour les pentesters dans la salle, ma vision, c'est que vous n'êtes pas au chômage demain. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, donc nous de l'autre côté, c'est pareil, on fait pas mal de pentests, on fait faire des pentests par des cabinets externes essentiellement. Après, je fais la distinction entre aller tester l'intérieur de nos systèmes d'information et de tester ce qui peut être vu depuis l'extérieur de nos systèmes d'information, notamment les couches applicatives. Parce que bien souvent, si quelqu'un rentre à l'intérieur, on est quasiment mort, parce qu'on vous êtes tous un Active Directory certainement. Voilà, donc le point est important. Donc effectivement, il y a une approche de test, je dirais pentest applicatif. Et ça, effectivement, on est souvent lié à la pertinence du pentester, notamment à son art d'analyser le comportement applicatif et de jouer avec le comportement applicatif. Et ça, l'automatisation, c'est pas forcément évident. Est-ce que LMAP, c'est pour les enfants? Commencer à essayer de trouver un défaut de cloisonnement au niveau d'une application ou se faire du fuzzing ou des choses comme ça, et de l'exploiter, c'est quand même un peu plus délicat. D'accord, donc il y a une approche vraiment beaucoup pentest humain. On fait beaucoup de pentest humain. Par contre, pour l'intérieur, désolé si je suis un peu brutal dans mon propos, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il faut aussi tester. Analyse de vulnérabilité, des fois, ça fait planter les firewalls. C'est pas terrible. Il y a l'analyse de vulnérabilité aussi qui peut être remontée par des agents, mais il faut les déployer. Et puis aussi, il y a une approche aussi qui va au-delà de l'analyse de vulnérabilité, qui est l'automatisation du pentest. Et ça, je trouve que c'est plutôt pertinent. Parce que dans des entreprises comme les nôtres, on n'a pas forcément des équipes de pentest, puis les pentests, ça coûte un peu d'argent. Donc effectivement, nous, on est parti sur une approche de pentest automatique. Et en fait, ça va beaucoup plus loin qu'un scan. On a un petit point de précision tous les deux. Ça va beaucoup plus loin qu'un scan, puisque un scan, vous allez regarder les vulnérabilités, mais là, vous allez écouter ce qui se passe sur le réseau, essayer de trouver les mots de passe, les casser, les jouer, trouver des chemins d'attaque, etc. Et donc, quelque part, on a codé ça comme un système expert, si on parle d'IA. L'IA à l'ancienne, c'est comme un système expert où, effectivement, en fonction du contexte, il y a des graphes de décision, des graphes d'attaque qui vont être proposés et qu'on peut mettre à la main d'un IT classique qui n'est pas forcément un IT offensif. Il va brancher la machine, appuyer dessus. Et à partir de ça, là, on aura des résultats qui seront assez pertinents, surtout quand on va dire il va falloir que tu changes tes mots de passe parce qu'on les connaît tous. Voilà. Donc, finalement, c'est assez pertinent, je trouve, cette évolution. Mais l'humain, quand même, il est fondamental. À quelle fréquence vous faites des pentests chez vous, si c'est pas indiscret? L'année dernière, on a fait 27 pentests applicatifs. Et après, c'est Pentera qui scanne. Et c'est assez? 27, c'est assez? Ou il en faut plus, du coup? En fait, ce qui serait intéressant, alors on peut revenir sur l'IA ou des choses comme ça. Typiquement, ce que j'aimerais, c'est mettre sur toute notre surface d'attaque externe en surveillance permanente. D'accord, donc tout ce qui est attaque surface intelligence, donc on travaille déjà avec des acteurs sur ça, mais potentiellement trouver des vulnérabilités et de regarder si elles sont exploitables. Mais après, c'est toujours un peu délicat parce que exploiter votre surface d'attaque, vous savez pas trop si elle vous appartient, parce que de temps en temps on a des surprises, et si on commence à rentrer sur l'offensif, mais clairement j'aimerais bien aller beaucoup plus loin sur la surface exposée sur Internet. Ok. Tu as parlé d'IA, donc on va parler de pentest et d'IA, là c'était le plantage de décor. Aujourd'hui, l'IA sur le pentest, c'est quoi la réalité? C'est une simple aide pour faire un peu de rédaction, pour faire un peu de scan, un peu de découverte? Jean-Michel? Moi, ce que je dirais, en fait, je pense qu'à ce stade, c'est beaucoup un buzzword sur lequel beaucoup de personnes vont sauter. Je pense que l'avenir va certainement être très différent. Aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus une aide. Je vais essayer de citer peut-être quelques exemples. Il y a toujours un moment donné dans un pentest où on a besoin pour exploiter quelque chose de faire un script en Python qui va nous prendre une demi-heure ou une heure ou selon comment on va galérer pour le faire. Là, c'est une aide très précieuse parce que quand il faut sortir un truc qui va faire les grandes briques, même si le travail finalement le résultat sera pas exactement ce qu'on veut, mais on aura déjà dégrossi le travail. Là-dessus, c'est une aide qui est assez importante.
Je pense que c'est vraiment une notion d'assistance. Ça marche aussi beaucoup si on se retrouve face à une masse de données où on n'a pas le temps de faire un travail de fourmi pour les fouiller dedans et retrouver l'information qui nous intéresse. C'est très précieux dans ce cas particulier. Il y a un truc qui est aussi assez évident, c'est plus vers la fin de la chaîne. Je pense qu'il y a des pentesters dans la salle. La partie rédaction de rapport, c'est pas généralement l'activité qui vous amuse le plus. Enfin, moi, je parle pour ce que j'ai vécu dans ma vie. Là aussi, il y a une aide considérable qu'on peut avoir. Alors, effectivement, il ne faut pas que ça soit vraiment complètement la machine qui parle et qui raconte des trucs complètement monotones. Il y a toujours besoin, et je pense qu'on en parlera après, quand même à un moment donné, d'avoir du jus de cerveau humain derrière pour rétablir les choses. Mais aujourd'hui, je pense que à ce stade, on n'en est pas encore au truc où je vais cliquer sur le bouton de manière automagique, ça va tout me faire de A à Z de manière bien plus intelligente qu'un humain. Je suis pas sûr qu'on y arrivera, mais on va certainement s'en approcher. Mais aujourd'hui, on est plus sur de l'assistance, me faire gagner du temps, être plus efficace sur des trucs qui sont pas forcément à grande valeur ajoutée. Comme je disais, il faut écrire un script Python. Si ça peut me faire au moins le gros du travail, c'est déjà ça de gagner. Ouais, peut-être pour compléter, le pentest, c'est finalement utilisé pour les gentils, comme tu disais, les techniques des méchants. Donc aujourd'hui, vous avez tous vu l'évolution de tout ce qui est social engineering avec les IA. Donc là, c'est bien évidemment en début d'une phase de pentest, dans une partie de Red Team. C'est une aide considérable. On ne parle pas tous 90 langues. Quand vous êtes dans un groupe international, que vous voulez faire des choses, clairement, ça va vous aider. Il y a aussi dans une partie pentest, il y a tout ce qui est fuzzing. Vous allez tester d'injecter des caractères spéciaux, quelque chose pour faire changer le comportement de l'application. On commence à voir des choses qui fonctionnent. Il y a un papier qui est sorti en février dernier, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est LLM Scan Automatically Hack Websites de l'Université de l'Illinois, si je ne dis pas de bêtises. Finalement, moi, ce que j'en vois aujourd'hui, c'est que c'est quand même beaucoup de puissance des GPU, etc., pour réussir à reproduire des choses qu'on fait avec des outils déterministes, comme tu disais, un peu les systèmes experts. Ceci dit, ça reste quand même bluffant de se dire qu'un système, sans qu'on lui ait programmé comment exploiter ou trouver un cross-site scripting, une injection SQL, va réussir à le faire automatiquement. Mais on est plus à ce stade dans la preuve de concept. Et les outils, on va dire, classiques existants sont, à mon sens, aujourd'hui plus efficaces. Qu'est-ce que va nous réserver demain ? Alors, bon, moi, je bouillonne, j'en peux plus. T'es loin de moi, William, je t'avais oublié. J'en peux plus. Je vois aucune raison pour laquelle une personne devant un écran qui exécute des choses ne puisse pas être remplacée par une IA. Et demain, c'est pas genre 5 ans. Le problème qu'on a aujourd'hui là sur les IA génératives, c'est il y a des hallucinations, ça c'est un problème. Donc c'est une IA qui invente quelque chose qui n'existe pas. Et le deuxième problème, c'est garder du contexte. Donc c'est au bout d'un moment, une IA générative peut perdre le contexte. Donc vous avez scanné, et puis le résultat de ce scan, en fait, il s'en souvient pas. Et ça, on le voit quand on dev, on est sur une matrice à 3 dimensions, et puis d'un coup, il pense qu'on est sur 2 dimensions, donc il perd le contexte. Ça, c'est les 2 points un peu bloquants qu'on a aujourd'hui. Et les 2 sont résolvables par des solutions soit techniques, soit augmenter la capacité à accepter des tokens plus gros, donc des chaînes de caractères de plus en plus gros et avoir des suivis et des contextes de plus en plus longs. Ou bien il y a des approches comme ce que faisait Mistral, donc des mix d'experts, où en fait vous avez une partie de l'IA qui est dévouée à comprendre le problème et à le décortiquer en étapes logiques. Vous avez une IA qui est là pour générer le code et vous avez une IA qui est là pour faire du parsing de réponses. Et en fait, quand vous faites un mix d'experts, vous gardez beaucoup plus longtemps le contexte et vous diminuez énormément les hallucinations. Et je ne sais pas si vous avez vu ou testé Pentest GPT, mais eux, leurs résultats, ils arrivent à garder du contexte, ils arrivent à faire une approche que les pentesters regardent et disent c'est une approche qui me paraît logique. Alors en chat, c'est génial. En effet, en assistant, déjà, il n'y a pas de souci. Et ils font des trucs plus complexes que du SQL Map. On voit des choses assez évoluer quand même. Donc je trouve ça dangereux de se dire c'est pas pour aujourd'hui, parce que c'est déjà fait en médecine, des parcours de soins entiers faits en médecine. Et si vous pensez que ça c'est pas complexe, c'est extrêmement complexe. Je vois pas de raison pour laquelle une IA peut pas décortiquer une tâche de pentest, générer le code pour, et si vous lui donnez les droits de le lancer, puis de réingérer les réponses et d'adapter son contexte. Je ne vois pas pourquoi l'humain serait plus performant que l'IA. William, pendant que tu as le micro, est-ce qu'il y a des LLM aujourd'hui adaptés au pentest ? Oui, Pentest GPT.
Donc Pentest GPT, c'est payant parce que c'est basé sur une version payante d'une IA générative, une des plus connues. Et donc, il faut rentabiliser là-dessus. Et il y a pas mal d'articles qui foisonnent et les avancées se font au jour le jour. Si vous regardez leur GitHub, c'est tous les jours. Merci bien. On n'a pas encore parlé d'analyse de code. Jean-Michel? Alors là, effectivement, on a beaucoup parlé de pentest. Dans le pentest, il y a aussi comme des sujets un petit peu autour de l'analyse de code. Moi, c'est vraiment l'élément. Alors, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, effectivement, comme on vient de le montrer. Au moins, en tout cas, je pense qu'on l'est plus sur la partie analyse de code. Je pense que moi, mon ressenti, c'est qu'il y a tellement de matière qu'il y a peut-être plus eu de quoi nourrir le sujet. Mais aujourd'hui, c'est de la même manière. Voilà, c'est une aide qui est quand même assez colossale quand on doit débroussailler un truc monstrueusement gros, de gros volumes de code. De la même manière, s'il faut un peu challenger une fonction ou un bout d'algorithme ou quoi que ce soit, franchement, on voit des très très bons résultats. Et ce qu'on a vu beaucoup sortir au moment où ChatGPT est sorti, que tout le monde sortait plein de trucs, c'est beaucoup de plugins qui viennent se mettre dans IDA ou dans Ghidra ou autre chose comme ça. Et pour ceux qui lisent régulièrement de l'assembleur ou du code qui a été décompilé et dont quand on décompile du code, en fait on retrouve plus le nommage initial des fonctions, des variables, etc. Et c'est assez cauchemardesque à lire. Non. Bah, moi, c'est du vécu et franchement, ça change la vie parce qu'on va pouvoir se retrouver avec quelque chose qui va être capable de nous renommer des variables, de nous renommer des fonctions. Enfin voilà, c'est assez magique. Donc de ce point de vue-là, autant je suis pas convaincu, mais on aura un grand débat encore sur la partie pentest. Je pense quand même qu'effectivement, il y a du boulot encore pour quelques années pour les pentesters. Sur la partie code, il y a vraiment une partie assez, là pour le coup, je trouve assez miraculeuse. Une précision. Je pense que ce que tu dis, on est tous les jours surpris parce que le jour nous réserve. Est-ce que demain on va sortir après, le pentest, c'est une capacité aussi du pentester à parfois sortir du cadre, d'aller voir un petit peu à côté. Et une IA, si on veut l'utiliser de manière sécurisée, on va essayer de la contraindre dans un cadre. Et ça va être tout le challenge. Le jour où ça marche super bien, on peut se dire que Pentest GPT c'est un peu vrai Pentest, ou on peut dire que c'est impressionnant. Mais après, comment on va le contraindre et comment on va être justement capable dans un Pentest de sortir du cadre. Moi, je me rappelle de souvenirs de Pentest dans ma vie où j'étais tombé sur le code source d'une application sur le site web de la SS2I qui l'avait développé, et il y avait un directory browsing. Et ça, en ayant obtenu ça, j'ai trouvé des tas de choses. Une IA, même si elle peut le faire, il est très probable que le jour où ça marche bien, on va lui interdire ce genre de choses. Et c'est cette difficulté entre contrôler un mécanisme automatique et garder cette capacité un peu de folie. Le cadre est très important. Donc pouvoir dire à l'IA ce sur quoi elle a le droit d'influer, ce sur quoi elle n'a pas le droit. Et en fait, une des limitations de Pentest GPT, c'est que c'est basé, encore une fois, sur un LLM très connu, qui a des barrières aussi. Donc il y a des barrières mises à l'intérieur pour que justement certaines choses puissent pas être faites et certaines réponses puissent pas être données. Donc là encore, oui, il y a des limitations dans le cadre de ce qu'on peut donner à une IA. Donc vous n'êtes pas motivé pour faire une confiance aveugle à l'IA pour aller faire du pentest, non ? Non. Et puis ça, moi, c'est même pas mon propos en plus. Nous, ce dont on a besoin, c'est énormément de données sur les pentests. Nous, on est de l'autre côté et on a besoin que les pentesters génèrent beaucoup de cas d'usage pour que nos IA puissent les apprendre. Donc moi, je suis pour l'automatisation pour qu'un pentester puisse en faire beaucoup plus et sur des configurations réseau variées. Voilà. Et quel risque ou quelle dérive vous voyez sur une IA qui ferait du pentest de façon automagique ? Imaginez que vous lui donniez des buts à long terme. Donc vous lui disiez, je veux que tu pénètres ce système par n'importe quel moyen possible. Et que pour l'IA, tout est bon. Et du social engineering, essayer de générer des deepfakes, des photos compromettantes, des choses comme ça. Là, vous pouvez voir des dérives très rapides. Et là, moi, je vous parle en l'ayant testé, ça vient vite. Donc ce genre de dérive arrive vite. Ok. Des compléments ? Moi, en fait, je pense qu'il faut avoir quand même à l'esprit qu'un pentest, c'est offensif. D'accord ? Donc c'est fait pour attaquer. Donc potentiellement, ça casse les systèmes, potentiellement ça supprime les données, etc. Donc quand même avoir la main dessus. Et puis c'est encadré par la loi Godefroy, etc. Donc si on commence à scanner un peu tout et puis tout tester, parce que finalement nos assets, nos inventaires sont pas très à jour,
ça peut poser quand même quelques problèmes. Donc effectivement, avoir le contrôle de l'humain est essentiel, comme dans une mission de pentest classique. Et l'IA, c'est un outil comme un autre, quoi. Tiens, puisqu'on parle d'humain, quel impact derrière sur les professionnels de la cybersécurité? William, tu disais qu'on allait être remplacé par des IA. Je pense qu'on va faire travailler des IA pour bosser moins et gagner plus. On va tenter ça. Mais quel impact sur les futurs ingénieurs en cybersécurité? Moi, vraiment, je suis pour s'en servir comme un outil pour multiplier les tests, pas du tout pour remplacer le pentester. J'ai jamais dit qu'il faut lui donner la main et le laisser faire, parce qu'elle va faire des choses qu'on n'a vraiment pas prédit. Tu disais qu'il faut du jus de cerveau. Des fois, en fait, les IA vont vous sortir des réponses assez hallucinantes qui font peur. Donc pour moi, c'est pas une mise en danger du rôle du pentester. Et quelles compétences les jeunes, alors il y en a quelques-uns dans la salle, doivent ajouter à leur escarcelle pour être demain de bons ingénieurs en cybersécu, que ce soit des red teamers, des... En fait, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est l'art du questionnement, en fait. Si vous êtes face à un LLM, il faut savoir lui poser des questions. Il faut comprendre son contexte, il faut savoir comment traduire ce contexte en question, en objectif, etc. Donc on n'est peut-être pas dans une logique, j'apprends à utiliser un ensemble d'outils, je les joue et puis je fais mon rapport. Il faut quand même avoir développé un peu plus le sens de l'attaque, devenir des vrais voyous en fait quelque part, pour être beaucoup plus aller beaucoup plus profondément dans les techniques d'attaque, en intégrant l'attaque des personnes, quoi. Enfin pas physiquement, mais en tout cas en ingénierie sociale, etc. Donc, mais l'art du questionnement, je pense qu'il est intéressant sur le LM. Effectivement, on pose de plus en plus des questions, on envoie du contexte en langage naturel. Il faut avoir un petit peu cet esprit-là. Moi, si je peux peut-être apporter en complément, je pense que pour avoir fait effectivement du pentest il y a déjà très très longtemps, avant SQLmap comme toi, en fait ce que je crains c'est que ça fasse un petit peu comme dès lors qu'on a eu beaucoup d'outils qui ont automatisé, on s'est retrouvé dans une situation où finalement n'importe quel imbécile était capable de faire du pentest, et puis qu'on en vienne quelque part à dégrader la qualité des choses, et qu'en fait normalement on devrait tirer parti de l'automatisation pour gagner du temps sur des aspects un peu qui n'ont pas une grande valeur ajoutée, et du coup gagner du temps à consacrer, à passer plus de temps sur des trucs qui le méritent. Et en fait, moi, le risque que je vois derrière, c'est qu'effectivement, on fasse de même avec l'IA. On l'utilise pour gagner du temps, faire du moins cher, faire baisser en qualité, puis au détriment de ceux qui ont contracté une mission. Donc moi, je vois plus côté pessimiste, mais un peu comme dérive possible. Complètement d'accord. On pourrait même arriver à l'extrême cas d'un rapport complètement généré par une IA sans qu'il y ait de pentest derrière. Ça c'est parfaitement possible. On n'a pas parlé aussi des données. Donc ça se fait, il y en a qui ne se gênent pas pour lancer un scanner, faire un rapport automatique et t'envoyer ça comme si un humain avait travaillé, et puis il n'y a jamais eu d'humain derrière la machine. Et combien on a vu de rapports de pentest où vous avez 4 pages qui vous expliquent qu'il faut rajouter un header qu'un scanner est capable de trouver. Ça, malheureusement, je suis d'accord avec toi, ça va s'amplifier. Il y a peut-être un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. On avait discuté en préparant la table ronde, c'est sur les données. Pour ceux qui s'amusent à écrire du code, moi qui travaille dans l'univers Salesforce, quand vous demandez à ChatGPT de vous écrire du code en Java, en PHP, il est super bon. Vous lui demandez de lui écrire du code Apex, qui est pour ceux qui connaissent Salesforce, le langage, là il est nul, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de données disponibles, il n'a pas beaucoup appris sur ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe des datasets sur la façon de faire un pentest de suffisamment de qualité pour qu'une IA soit capable d'automatiser tout ça? Je ne suis pas sûr. Par contre, bien évidemment, le jour où ces datasets de qualité existent, on a des résultats beaucoup plus impressionnants. Après, les IA, classiquement, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de données pour les entraîner. Et c'était très vrai quand il fallait faire genre de la reconnaissance d'images ou faire des séries temporelles. Mais là, les IA généralistes ont besoin de beaucoup moins de contexte. Vous pouvez leur donner très peu d'éléments de contexte et ils peuvent aller se débrouiller avec la logique qu'ils ont déjà en interne. Donc, je suis un peu mitigé là-dessus. Je me demande si quelques pentests bien faits suffiraient pas. Et donc, on utilise ce qu'on appelle du retrieval augmentation. Donc, vous leur donnez en même temps le contexte que vous voulez, donc vos pentests, avec votre questionnement, et leur réponse est beaucoup plus précise. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, hein, les chercheurs de l'université Illinois, ils ont donné des documents sur les techniques d'attaque, etc. Et c'est comme ça que le système a réussi, entre guillemets, à apprendre tout seul à exploiter des failles de l'OWASP. Et ces choses-là, elles sont beaucoup moins chères
cher que de réentraîner un système dévoué au pentest. Vous lui donnez beaucoup d'éléments de contexte et c'est très facile à faire. Donc on n'a pas besoin de tant de données que ça. Question un peu naïve. On a parlé de pentest assisté par de l'IA. Quid des applications qui utilisent de l'IA, qu'on déploie dans les entreprises aujourd'hui? Les chatbots en tête, mais pas que. Est-ce qu'on doit les pentester? Alors, tu parlais des compétences. Enfin, je sais pas si. Je pense que c'est une des premières compétences qu'un pentester va devoir apprendre. Et là, on est sur un monde complètement différent. Si vous essayez, alors vous avez tous entendu parler, j'imagine, de cas des IA qui ont été vite débranchés. Il y a, on va pas donner de nom, hein, mais si vous cherchez il y a un acteur de la logistique qui avait déployé un chatbot et le chatbot s'est mis à répondre aux clients que le service client était catastrophique, que c'est une compagnie aérienne, je crois aussi, qui a donné des mauvaises recommandations, comme tu disais, des hallucinations. Donc ça, je pense que la priorité, si on parlait d'IA et de pentest, c'est que nos pentesters challenge ces IA et c'est beaucoup plus difficile parce que c'est moins déterministe. On a parlé d'SQL Map, donc restons sur les injections SQL. Quand vous êtes un pentester, vous savez écrire du SQL, vous allez apprendre éventuellement les petites techniques pour contourner les WAF, les techniques les plus avancées, les time-based, etc. Mais une fois que vous avez compris le truc, vous pouvez le rejouer, ça donne toujours le même résultat. Une IA, vous lui envoyez 2 fois le même prompt, vous n'avez pas 2 fois la même réponse. Et là, du coup, ça crée des challenges. On m'a parlé là dans le salon, je l'ai pas lu, mais d'un travail qu'a fait la Red Team de Microsoft sur les IA pour tenter de jailbreaker, etc. C'est toute une nouvelle technique et c'est un champ de compétences qui est pas celui. Moi, je me rappelle quand je cherchais à recruter un pentester, je voulais avant tout que ce soit un développeur, parce que je me disais, il va savoir penser comme le développeur, quelqu'un qui a déjà écrit une requête SQL ou qui a déjà écrit une page web, il va être capable de comprendre comment a fait le développeur, il va être capable d'écrire la payload qui va exploiter le truc. Maintenant, c'est quoi la compétence de quelqu'un qui a cette connaissance sémantique pour être capable d'aller forcer une IA à sortir de son jail, etc. Et ça, je pense que c'est des vrais sujets. Et ça, c'est tout de suite, hein, parce que tout le monde est en train de brancher les IA dont tu n'as pas donné le nom derrière leur site web. Oui. Nous on interne, l'utilisation interne qu'on a, on peut pas s'en passer. C'est notre truc, on peut pas s'en passer maintenant. Moi, j'avance tellement plus vite. Moi, je dev encore, je fais encore des IA. Et ma capacité de développement, elle est multipliée par 10. C'est juste incomparable. Donc, je ne vais pas m'en affranchir. Il y a des attaques faisables sur ces IA-là. Donc, par exemple, des très connus, c'est on leur donne beaucoup de contexte. Par exemple, on connaît ma boîte. On leur donne beaucoup de contexte de ma boîte. L'IA va regurgiter une réponse qui complète ce contexte-là. Et ça vous donne du contexte spécifique sur mon code, sur mes outils de marketing, des choses comme ça. Mais c'est des attaques qui coûtent très très cher. Il faut avoir énormément d'éléments de contexte de la boîte que vous voulez attaquer. Et nous, on s'est dit, ce risque-là, pour nous, il vaut le coup. Donc l'autre solution, c'est évidemment de hoster ses propres LLM en interne, hein, de les avoir. Mais là, vous n'aurez pas les derniers modèles. Ça va être beaucoup plus cher. Vous n'aurez pas GPT-5 qui va sortir. Et nous, on s'est dit qu'on ne peut pas s'en affranchir. Pour repréciser, William utilise l'IA pour faire évoluer, c'est une solution de NDR, donc une sonde, pour qu'elle soit capable de détecter des menaces qui n'existent pas encore aujourd'hui. Tu me corriges si je dis des bêtises. Ouais. On n'a pas encore parlé réglementation. Tiens, William, je te vois là-bas. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, de manière générale, l'EU, quand ils réglementent, c'est par niveau de risque. Donc, ils se disent quels sont les niveaux de risque auxquels on s'expose en regardant ces IA. Et ils ont dû faire des clauses spécifiques pour les IA génératives. Ils ont dû les insérer au dernier moment. Et en fait, ils distinguent, pour eux, le risque, c'est lié à la taille du LLM, la puissance du LLM. Donc en gros, si vous avez pris, je crois que c'est 10 puissance 25 flops pour calculer, pour créer ce modèle, alors vous tombez sous la législation des IA génératives dangereuses. Donc plus c'est gros, plus c'est dangereux pour eux. Et je suis assez d'accord avec ça. Et pour la réglementation, là, vous êtes obligé de leur montrer les données d'entraînement. Vous êtes obligé de leur montrer l'architecture de votre IA et vous êtes obligé de montrer votre impact évidemment sur l'environnement. Vous êtes obligé de montrer que vous tenez compte des droits d'auteur. Donc c'est extrêmement lourd ce que l'Europe demande sur la réglementation des IA génératives. Et toi, d'un point de vue pragmatique, du coup, c'est quoi les bonnes pratiques côté Custocy ? Alors, côté Custocy, nous, on les a depuis un moment. On n'a pas attendu l'Europe pour réglementer là-dessus. Donc, vous devez avoir une description de tous les modèles que vous avez.
comment vous les avez entraînés, quels sont les biais que vous aviez identifiés dans les données, quelle est leur utilisation business et comment vous le justifiez. Donc ça, on a des fiches pour chaque IA qu'on déploie chez nous là-dessus. Ok. On va essayer de réfléchir au pentest de demain. Un cas d'usage pour chacun de vous. Vas-y, Franck. Juste une remarque. Si on se contraint, il y a effectivement des réglementations sur des usages un peu classiques de l'IA, on va dire. En offensif, il ne faut pas oublier qu'on devient des combattants, quoi. D'accord ? Donc si nous, on limite nos IA pour attaquer, il y en a d'autres qui ne vont pas limiter leurs IA pour attaquer. C'est juste une remarque. Au pentest, c'est attaquer. C'est offensif. Et il ne faut pas l'oublier. C'est un peu la limite que tu citais tout à l'heure en disant, comme dans tout pentest, on dit voilà la série d'adresses IP ou de trucs que je vais devoir viser. L'exemple que tu citais en disant j'ai eu un peu la curiosité d'aller chercher ailleurs, sans doute avec Google, pour trouver le code source de l'application qui était hébergée, etc. Finalement, quand tu vas restreindre ton IA en disant bouge pas, va pas ailleurs parce que j'ai déjà peur que sur le périmètre défini tu me fasses des bêtises, finalement tu n'auras pas cette vision globale. Alors que le vrai attaquant, lui, n'a rien à cirer, quoi. Après, il y a une question aussi que je me posais, parce que tout à l'heure on parlait de reproductibilité. Même si les questions sont différentes, ça apporte des résultats différents. Parce que je pense qu'il faut s'assurer que finalement l'IA va nous générer l'ensemble des lignes de commande qui ont été exécutées pour qu'on puisse nous aussi les jouer en contre-audit aussi. Parce que ça c'est important, cette capacité de reproduire toute la chaîne offensive qui a été générée automatiquement oui, effectivement, c'est mieux comme ça, par l'outil, ouais. Si on prend un peu de hauteur, vas-y Arnaud, tu voulais compléter. Oui, peut-être, comme on l'a dit, finalement, je pense que le pentester, celui qui, il y a 20 ans, a fait à la main, quand les outils sont arrivés, au début, il les a regardés en disant, bon, ça sert à rien, c'est moins efficace que ma bonne vieille technique, puis au bout d'un moment, on s'y est mis, comme tout le monde, parce que ça a fait gagner un temps incroyable. Donc ça, je suis convaincu que les IA vont faire partie de la boîte à outils du pentester. Comme je le disais aujourd'hui, moi, ce que je vois et ce qui est très efficace, c'est tout sur les parties de social engineering etc. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des choses où on a tendance à vouloir mettre de l'IA à toutes les sauces. Donc, tu vois, la preuve de concept de dire qu'une IA arrive à browser un site web, trouver des paramètres et envoyer des payloads pour les exécuter. Là-dessus, je trouve qu'on a des outils qui sont très efficaces. Donc, pareil, pour ceux qui à l'époque utilisaient les Metasploit, les browsers autopone et autres choses, ça marche déjà très bien. Et là-dessus, il n'y a pas besoin d'IA. Donc je pense que l'avenir, c'est d'utiliser l'IA là où elle va être pertinente et d'utiliser des outils, on va dire, plus traditionnels là où on aura toujours besoin de continuer à le faire. Ouais, par contre, quand tu as l'IA qui interagit avec son environnement, notamment avec toute l'interopérabilité qu'on a, effectivement, elle peut déclencher aussi toutes ces séquences, outils, voilà. Tous ces outils-là. Il faut quand même avoir un minimum de contrôle sur ce qui est déclenché, parce que les outils dont tu parles, c'est et quand tu parles de Pentest GPT, moi, ce que j'en ai vu d'ailleurs, il y a quand même un humain qui derrière valide les différentes étapes. Alors, ils ont un valideur, hein. Ils ont un modèle qui valide les étapes et qui valide que le code pourrait être exécuté. Donc, le valideur, il peut être humain, mais ils ont aussi maintenant un modèle qui est valideur automatique. Donc, et c'est un espace qu'il faut énormément surveiller. Ça, c'est ce qu'on appelle les agents. Et en fait, maintenant, on a l'habitude d'utiliser ChatGPT comme en one shot. On lui dit, écris-moi ce rapport, et il n'a pas le droit de revenir dessus. Il doit l'exécuter parfaitement d'un coup. Et ce qu'on fait maintenant, c'est des agents récursifs. Donc, ce qu'elle va faire, l'IA, elle va dire, c'est quoi mon objectif ? Elle va faire son objectif, c'est-à-dire quelles sont les étapes qu'il faut que tu aies pour assurer ton succès. Elle va décliner les étapes, puis après, elle va revenir plusieurs fois dessus. Et elle ne va pas oublier son objectif. Et si elle se plante, elle va dire je me rappelle quel était mon objectif, elle va revenir dessus. On voit des IA qui génèrent des thèses comme ça, des thèses entières, des bouquins comme ça, et c'est nickel. Donc vous pouvez vous imaginer que même quelque chose comme un pentest avec des agents, une IA pourrait revenir sur ses objectifs et ne pas les perdre de vue. On va tâcher de prendre un peu de hauteur, réfléchir à l'avenir. Si vous aviez un crayon magique là pour définir un scénario que l'IA pourrait vous apporter, chacun de vous de façon très égoïste et individuelle.
fait, dans la série des scénarios, moi, je pense qu'on peut vraiment l'employer sur toute la partie logique qu'on a dans l'application ou le truc qu'on penteste en gros. Là où effectivement la partie automatisation est généralement très nulle parce qu'elle sait jouer une batterie de trucs. Est-ce qu'il y a un XSS, j'essaye 50 payloads ou 10 000 payloads, etc. Là où il y a toujours besoin de l'humain, et là je pense qu'on peut un peu plus le remplacer, c'est sur les aspects logiques de est-ce que finalement étant logué dans cette application, c'est normal qu'en étant logué en tant que Madame Michu, je vois les données de Monsieur Machin qui a tel autre profil. Est-ce que je peux pas faire des commandes sur un site commerçant de manière négative pour finalement qu'au lieu que ça me coûte de l'argent, on me redonne de l'argent. Enfin bon, généralement ça marche pas trop bien ça aujourd'hui. Mais beaucoup d'aspects, vraiment la partie logique où effectivement tous les outils automatiques sont nuls parce qu'ils savent pas faire. Il y a pas trop il y a un petit peu besoin de jus de cerveau ou jus d'IA pour le faire. Et c'est là où j'attends quand même pas mal de l'IA pour un peu plus remplacer l'humain sur cette partie logique qu'on a dans les applications. On parlait de qualité tout à l'heure en disant qu'un pentest automatisé, on n'était pas sûr de la qualité. Ceci dit, un pentest humain, on n'est pas sûr de la qualité non plus. Et je pense que les IA, comme moyen de s'assurer que le pentester humain a bien exploré toutes les possibilités, vraiment comme un système expert, comme une assistance, peut être utile au même titre que ce que je disais au début. Le scanner, il va être capable d'aller couvrir un nombre d'adresses IP, de pages, d'URL, de ce que vous voulez, qu'un humain n'est pas capable d'adresser en un temps limité. Donc le vrai sujet, c'est l'exosquelette. L'IA, c'est ce qui va vous rendre des super-héros du pentest en étant capable de faire en 5 à 10 jours, ce qui normalement prendrait 3 à 4 mois. Ouais, enfin bon, je le vois pas forcément en pentest parce que pour moi le pentester ça reste un soldat et il exécute effectivement selon sa spécialité. Par contre, je le vois pas mal comme on disait tout à l'heure, sur du plus long terme, sur du red teaming typiquement. Si on avait quelque chose qui est capable d'apprendre du contexte de l'entreprise, d'apprendre sur l'attaque surface, et puis de générer des avatars, de générer un certain nombre de choses, et puis de jouer des tentatives de fraude, des tentatives en permanence, sous notre contrôle bien évidemment, eh bien finalement ça permettra de renforcer la résilience de nos entreprises, de nos systèmes d'information et aussi de nos collaborateurs, quoi. Voilà. Je vois comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Des IA qui savent prendre du recul et qui savent dire ton objectif, c'est d'attaquer ça. Et puis de pas juste se limiter à ce qu'un pentester normal, parce qu'il n'y a pas de morale pour une IA. Elle va dire, est-ce que vous avez essayé des choses un peu comme ça? Et tu vas dire, non. Mais ça va te donner, je pense, plus de contexte que... Moi, je pense qu'au contraire, elle peut être plus créative des fois. Elle va pas se limiter à ses outils habituels, à sa manière de travailler habituelle. Elle va prendre du contexte sur les gens qu'on essaie d'attaquer. Et elle va apprendre à aller chercher en ligne, dire il y a cette faille qui est connue, par exemple, ou il y a une faille personnelle ou du social engineering. Je pense qu'avoir des objectifs plus globaux pour une IA, c'est ça que j'attends du futur. Merci messieurs. On va prendre des questions. On est un poil en avance, donc vous pourrez partir déjeuner un peu plus en avance que d'habitude. On va prendre des questions. Est-ce que certains ont des questions à poser à nos camarades de jeu? Soyez pas timides. C'est toujours difficile de briser la glace. Je me lève. Une question. Donc j'ai deux questions, effectivement, mais vous avez répondu en partie. C'est la quantité de pentest en entrée des modèles pour permettre à l'IA d'être pertinente et de s'entraîner. Derrière, il y a le corollaire. Deuxième question, et vous répondrez peut-être tout à la fois. Quid de la perte potentielle de compétences des pentesters humains au niveau technique ? Et donc que l'IA se mette à tourner en rond sur des méthodes éprouvées, celles qui étaient déjà utilisées, déjà connues auparavant, et qu'elle n'ait plus de nouvelles techniques, de nouvelles astuces, on va dire, de trouver dans le cerveau parfois un petit peu tordu de nos amis pentesters pour encore progresser si les pentesters eux-mêmes ne pratiquent plus. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est le contrôle de l'IA générative de pentest, mais quid si ces outils, ou quand ces outils vont entrer entre les mains des acteurs malveillants, pour qui de la cyberattaque, c'est du pentest en continu. Et donc pour lesquels la limitation morale sera encore plus basse que celle qu'on pourrait mettre dans des IA de pentest, on va dire, white hat. Je peux répondre. Sur la deuxième question, je pense qu'ils sont déjà dans les mains des attaquants.
Donc ils sont toujours en avance sur nous, et ils sont plus intelligents, c'est le postulat de base. D'accord, donc nous, c'est de nous armer en conséquence, enfin de nous équiper en conséquence, on va appeler ça comme ça. Et après, c'est assez intéressant parce que le chat GPT, moi, je sais pas, enfin, ou autre chose, ou Claude, ou enfin bref, c'est un Google avancé. Pour moi, on a des fois des alternants ils nous génèrent du code et ils comprennent pas ce qui fait le code. Donc d'avoir des gens qui utilisent l'IA comme ça, faut pas travailler avec ces gens-là, ça sert à rien. Voilà, d'accord. Donc par contre, travailler avec des gens qui utilisent l'IA pour devenir de plus en plus forts, plus pertinents, pour aller plus vite, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça la culture, à mon avis, qu'il faut pousser à l'ensemble de la communauté scientifique ou technique ou quoi que ce soit pour aller toujours plus loin, parce que c'est comme la machine à calculer, 1 plus 50 000, c'est facile, mais si on fait des multiplications, on met pas 1, c'est un peu plus compliqué. Là c'est pareil, on sait plus calculer de tête, par contre on a des super ordinateurs, ça n'empêche pas d'avoir des gens qui font des super modèles mathématiques. Voilà, donc je pense que c'est le pen tester n'est pas quelqu'un qui reproduit des choses qu'il fait, c'est fondamentalement un hacker, et c'est fondamentalement quelqu'un qui fait de la recherche de failles de vulnérabilité. Voilà. Je peux répondre. Moi, je vais répondre du côté data scientist. Moi, au début, je disais la même chose. Je disais, mais attends, la data science, il faut quand même un peu de flair, il faut quand même penser en dehors de la boîte et tout ça. Et ben, quand j'ai branché une API et que j'ai dit, prends les messages d'erreur et réinjecte-les, et vas-y jusqu'à ce que j'obtienne un graphe qui ressemble à ça. Et le truc, il fait des itérations sur des techniques publiées en Russie en 1960 dont j'avais aucune connaissance. Et il arrive jusqu'au bout, et j'aurais jamais pensé à cette solution, moi, en tant que data scientist. J'ai énormément perdu confiance et j'ai commencé à me dire, là, on a un réel souci. Il commence vraiment à me remplacer entièrement. Alors, après, moi, j'étais clair dans mon objectif. Je savais ce que je voulais voir et quel résultat je voulais. Donc, une fois que les objectifs sont clairement déterminés, et les pentesters vont servir beaucoup à ça, quel est exactement le périmètre, quel est exactement mon objectif, alors oui, on va laisser faire l'IA, tout le reste. En fait, ce que tu pointais, c'est que ça fait un peu tourner en rond sans plus innover, sans plus trouver de nouvelles choses. Ça fait quand même pas mal d'années que tu as pas mal de choses qui automatisent. Ça n'a pas empêché de faire de la recherche, de continuer de chercher de nouveaux sujets. Et puis, j'imagine pas un monde dans lequel c'est l'IA qui fait tout sur ces sujets-là, et puis on a complètement posé nos cerveaux. Et puis, mine de rien, si tu suis un petit peu tout ce qui est publié de manière un peu innovante, les gens le font quand même aussi quelque part un peu par l'ego ou pour un petit côté marketing ou ce genre de choses. Ça m'étonnerait que ça s'éteigne en fait. Où il y a une certaine joie de dire tiens, j'ai trouvé un nouveau truc, une nouvelle classe de vulnérabilité ou un nouveau cas un peu dingue. Donc ça m'étonnerait que ça s'éteigne comme ça, de manière un peu brute, quoi. Je suis même d'accord avec toi. L'OWASP a sorti un top 10 des LLM ou des IA. Donc la recherche va continuer. Ce que tu décrivais, les outils, tous les groupes de ransomware maintenant utilisent Cobalt, qui était initialement un outil de pentester. Donc oui, ils vont continuer à utiliser les outils. Après, est-ce que l'approche qui consiste à dire je laisse les outils cachés chez les gentils en espérant que les attaquants les pas, on a fait la même chose, je crois, il y a 30 ou 40 ans avec la crypto. On s'est rendu compte que c'était une bêtise. Donc je pense qu'il vaut mieux que l'information circule. Et la force d'un pentest, c'est aussi de convaincre qu'il faille traiter le problème. Et donc notamment d'aller démontrer qu'il y a un véritable impact business. Donc l'humain, avec sa compréhension du business, il a peut-être encore un petit avantage parce que il va connaître le patron des ventes ou l'opérationnel. Et il va trouver, comme tu disais, le montant négatif. Ça, il va peut-être réussir à trouver les mots pour le convaincre qu'il y a un impact. Et le fait que les outils soient utilisés massivement par les attaquants, c'est aussi un bon moyen de dire ça n'arrivera pas qu'aux autres. Et la finalité de tout ça, c'est quand même de corriger les failles. Donc finalement, je pense que c'est on n'a pas le choix, et deux, ça ira, je pense, dans le bon sens. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai un constat et une question. La question, je commence par la question parce qu'elle est courte. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de l'IA et de l'humain qui agissent en binôme, plutôt que de dire l'un complète l'autre? Parce que pour moi, c'est l'humain qui a créé l'IA. C'est pas quelque chose de fantastique. On est censé l'utiliser comme un instrument.
Donc ça peut être une arme qu'on pointe ou qui se fait pointer contre nous. Donc ça dépend de la posture, où est-ce qu'on est et comment on va l'utiliser. Mais par contre, ma question c'est plus, est-ce qu'on ne peut pas partir sur le principe qu'on peut agir en binôme? Et le constat, c'est quand un client, enfin je vais parler en tant que consultante, quand un client commande un pentest, effectivement, il y a un point où on souhaite faire le contexte. Et le contexte, c'est du social engineering. On va imaginer qu'on va faire une prise de connaissance sur le client, sa présence sur le marché, ses vulnérabilités de manière globale, quels sont les risques émergents dans son secteur, et qu'est-ce que c'est comme métier et business et puis quel est cet asset que je vais aller pentester pour savoir quelle stratégie poser. Si c'est pas le client qui me pose la stratégie, white, grey, black, avec des infos ou pas. L'autre cas, c'est le red team. Donc l'IA, il peut effectivement aller chercher son cadre. Et là, je serais plus partante de le laisser tranquille et aller chercher toutes les informations parce que je peux avoir des risques émergents que ni le client ni moi, qui va lui demander de faire les choses, saurait. Et puis, dans le cadre du test, de par l'asset que je vais aller pentester, parce qu'il peut être réglementé, il peut être un actif essentiel, à importance vitale pour l'organisation ou pour l'État, pour éviter les risques systémiques, je vais l'encadrer. Je reviens à ma question d'agir en binôme. Peut-être en un mot, quand je parlais d'exosquelette, c'était vraiment ça. Hein, c'est le soldat, on va l'aider avec une machine. Donc, ouais. Et je crois ce que tu disais sur le côté un peu défavorable. Le white, il va travailler dans un cadre légal, il va avoir une IA, comme tu disais, hein, qui va s'interdire certaines choses. Le black, lui, s'il veut, avec des GPU, faire tourner une IA sur lequel il n'y a pas de... Enfin, s'il n'utilise pas les services d'OpenAI ou autre, il va pouvoir faire des choses que le white ne pourra peut-être pas faire. Et là, il y a un déséquilibre qui se crée. C'est pas tout à fait la réponse à la question. Bah, tu veux compléter, Arnaud? Parce non, que non, sinon, ouais, y a on peut faire un parallèle avec les jeux d'échecs. Hein. Aux échecs, il y a 20 ans, l'homme battait encore la machine. Maintenant, la machine gagne systématiquement. C'est quoi le seul moyen de gagner face à la machine? C'est d'avoir un maître et la machine avec lui. Et là, on gagne. Pourquoi? Parce que la machine va pouvoir compléter ce que le maître a dans son cerveau, et le maître va pouvoir dire à un moment donné, non, on va pas aller dans cette direction, je vais aller troubler mon adversaire et je vais opter pour cette stratégie. Ou alors, la machine me remonte un point que j'avais pas imaginé et c'est elle qui a raison. Mais il y a un humain derrière qui va prendre le contrôle. Je voulais pas interagir, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à tous. J'avais une question, donc justement par rapport au risque de sécurité par rapport à l'IA. Il y a eu récemment, vous avez dû en entendre parler à Hong Kong, un hacking, qui a eu lieu en utilisant l'IA. En fait, ils ont les hackers en question, donc les Black Hat en l'occurrence, ont utilisé de l'IA vocale. Et également via une conférence vidéo, via Deepfake, pour subtiliser, on va dire, gentiment, 25 millions de dollars à une société, en se faisant passer avec une RH, enfin, par rapport au RH, en se faisant passer pour un patron. La question, c'est comment on va pouvoir lutter contre ça, parce que si on peut même plus faire confiance, que ce soit à la voix, à l'image, par rapport à des décisions qu'on doit prendre, comment on peut s'en prémunir? Me demande pas moi je suis extrêmement pessimiste là-dessus. Hein. Le désavantage attaquant-défenseur, il est terrible, parce qu'en plus, ces modèles-là, ils deviennent open source en quoi? C'est 6 mois. Tu as 6 mois d'avance, à la limite, avant que ça devienne open source, et que moi je puisse aller le réentraîner. Les modèles deviennent de plus en plus petits. Donc, on a les modèles de Mistral qui sont tout petits et qui sont extrêmement efficaces. Donc à réentraîner, j'imagine, si tu as la capacité, tu peux. Et même sans le réentraîner, si tu fais des requêtes augmentées avec toi, ta connaissance, tu peux vraiment y injecter une expertise que les autres n'ont pas. Comment se protéger? Moi, ça je ne sais pas. Parce qu'en plus, les méthodos auxquels vont penser les IA, alors, je ne sais pas si vous en utilisez beaucoup, mais moi je m'en sers tout le temps.
et ils pensent en dehors de la boîte. Ils pensent à des choses auxquelles moi j'aurais jamais pensé. Donc En fait, c'est voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement d'être dans une logique de pen test, enfin de red teaming à haute fréquence pour les entreprises, pour entraîner les IT, qu'elles soient patchées là où il faut, parce que des fois on peut pas, et surtout les collaborateurs, et de favoriser certaines opérations physiques, enfin en tout cas des contacts, des communications classiques. Notamment parce que c'est du phishing, clairement, c'est que ça. Et ça se joue à tous les niveaux. Enfin, on attaque des systèmes d'information, mais grosso modo, vous pouvez blinder complètement vos SI, et quelqu'un vous demande à faire un reset password, et vous faites le reset password, et puis voilà, donc vous reset le MFA, et puis c'est open bar. Donc voilà, donc c'est tout l'attaque. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe chez Okta ou ailleurs, les gens se sont fait avoir déjà sur les supply chains et souvent sur des choses de phishing, des choses assez classiques. Donc voilà, et aussi parfois en payant aussi des administrateurs. Enfin, donc de toute manière, on rentre dans une logique de fraude plus que de cyber attaque. C'est de la fraude et à tous les niveaux. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous cloner votre site internet, le variabiliser, le changer, et puis vos systèmes d'attaque surface, ils ne vont pas reconnaître parce qu'il n'y a plus d'éléments pour pouvoir signer, classiquement, le site. Et puis après, voilà, le faux site apparaît avec des fausses annonces. Il y a une ingéniosité phénoménale là-dessus. Donc l'IA doit pouvoir nous aider aussi à générer des modèles aussi pour nous entraîner. On est face à, comme vous disiez tout à l'heure, la question tout à l'heure, c'est l'ambivalence de chaque chose. Chaque chose, il y a un plus, il y a un moins, quoi. Donc, voilà. Après, la démultiplication des IA, c'est un petit peu embêtant parce que c'est une grosse surface d'attaque maintenant dans tous les sens, des chatbots dans tous les sens, des plugins vulnérables un peu partout. Donc, on va bien s'amuser, je pense. Juste pour apporter 2 éléments, peut-être. Un des premiers, c'est la sensibilisation, d'expliquer ce qui existe aujourd'hui en type d'attaque. Et ça, c'est des éléments à relayer. Ça peut faire un peu science-fiction, mais c'est des cas concrets qui existent. La communication, accepter de dire on a subi une attaque, voilà ce qui s'est passé, et oui, je suis vulnérable. Il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui prennent la parole pour dire on a subi une attaque, voilà ce qui s'est passé. Et oui, on s'est fait avoir, mais on n'est pas les seuls. Ça, c'est important. Et le troisième, c'est d'appuyer sur pause. Savoir dire j'ai un appel du patron qui me demande de faire un virement, j'appuie sur pause, je le rappelle sur son numéro de portable pour être sûr que c'est bien lui. C'est hyper difficile à faire, On fait tous 50 trucs à la minute, on va très vite. C'est le grand chef qui appelle, il faut faire vite une transaction parce qu'on est en train de faire une acquisition de société et c'est secret, surtout n'en parler à personne. Il y a un moment, il faut savoir appuyer sur pause et dire ok, je vais essayer de le rappeler ou au moins de lui envoyer un SMS pour être sûr que c'est lui. Et aujourd'hui, il y a énormément de fraudes qui touchent aussi les gens à titre individuel, les fraudes bancaires. Il ne faut pas avoir peur de rappeler la banque, de rappeler votre conseiller, votre conseillère, pour pas donner un numéro, un code ou activer l'authentification à distance. Mais c'est pas une balle d'argent, ça. Parce que si l'IA a comme objectif si on lui dit à l'IA, attention, je veux pas qu'il appelle son chef, trouve-moi un discours qui le convaincrait de ne pas appeler son chef. Vous faites des tests en psycho qui sont assez dingues sur ce que les IA arrivent à vous faire croire. C'est hallucinant. Tu veux dire qu'on est foutu? Merci William pour cette note d'optimisme. On va déménager dans l'Aveyron. On coupe tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en ai une ici, une là-bas et une au fond. Ça va être rapide. Bonjour à tous, merci pour votre présentation. Moi, j'aurais juste une question qui va reprendre un peu ce qui a été dit par les intervenants et par vous-même. Je vais juste me lever, ce sera plus simple. Est-ce que on n'a pas le risque que dans 2, 3 ans, 5 ans, 5 mois, c'est difficile à quantifier, de se dire que, au final, l'intelligence artificielle nous a pas plus desservi qu'elle nous a servi. Alors, je vais m'expliquer, parce que c'est un peu bruit de décoffrage. Aujourd'hui, les hackers non éthiques, qui vont clairement se carrer de la réglementation, de tout ce que nous, on va devoir prendre en compte, vont utiliser ces outils à des fins malveillantes. Est-ce qu'à un moment donné, ces outils si puissants ne vont pas juste, au final, qu'il y ait le risque de créer un écart encore plus grand entre ces personnes-là qui continuent à monter en compétences et qui utilisent ces outils de la façon la plus spéciale possible, et nous qui sommes plutôt côté hacking éthique et avec tout ce qui est mis en place. Est-ce qu'un jour, on ne peut pas tomber dans cette situation au final, de se dire on se retrouve dans une situation où l'écart malheureusement est plus grand, on a pu avancer en niveau de défense,
Mais si eux, ils avancent plus vite au niveau d'attaque, comment on fait? Je pense que la réponse, elle est facile. Nous et eux, c'est pareil. Ils avancent plus vite que nous. Nous, on est eux aussi. Rien ne dit qu'ils avancent plus vite que nous. Et il y a pas mal parmi vous des gens qui font de la recherche en vuln, etc., qui sont brillantissimes. Et ceux qui attaquent ne sont pas forcément des chercheurs en vulnérabilité. Ce sont des gens qui vont monter des scénarios. Donc ils vont utiliser des outils qui sont de plus en plus performants, effectivement, pour... voilà, donc la défense, c'est aussi l'attaque. Et c'est la maîtrise de l'attaque qui permet de renforcer la défense. Donc après, il y a des questions un peu philosophiques là-dessus. Nous, on fait de la sûreté, de la sécurité. Peu importe les choix de société, il faut qu'on protège la société. Donc nous et eux, c'est pareil. C'est pas le même combat, c'est les mêmes outils. Par contre, c'est la même intelligence potentiellement, pas mise à... faut devenir un peu voyou quand on est attaquant. Enfin, c'est le principe du pentest. Hein. Tu utilises les outils d'un attaquant. Ouais. Et pour l'exemple du deepfake, en interne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé quelques outils, j'ai pris quelques photos des execs, et j'ai généré quelques petites vidéos où les execs racontaient n'importe quoi aux équipes. Ça m'a pris même pas 1 heure. Et je pense que la sensibilisation a été bien faite. Maintenant, le prochain qui reçoit un deepfake qui lui demande de faire un virement, il va dire tiens, Arnaud, il avait fait un truc rigolo là, il y a 1 mois. Et ça marche très bien. Donc on a le droit d'utiliser les outils des attaquants. Ouais. Non, mais en fait, ce que tu évoquais, c'est simplement le jeu du chat et de la souris. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça depuis très longtemps et ça va être encore IA ou pas IA. Donc... Ah, parce que donc l'outil étant plus puissant, l'écart est plus puissant, enfin la marge d'avance est plus importante, c'est ça? En défense, on utilise beaucoup d'IA aussi, en CTI, un peu partout. Donc on est beaucoup dans les SOC, on est plus rapide. Dans le renseignement, on est plus rapide. Il y a des technologies qui sont phénoménales. Je vous fais un résumé tout seul de ce qu'ils ont vu sur vous. Après, faut toujours creuser un petit peu parce que des fois, le résumé, c'est un résumé, quoi. Mais l'IA diminue grandement la barrière d'entrée à quelque chose de très technique. Donc là où il fallait être très technique et très peu de gens savaient faire, avec une IA, vous diminuez cette barrière et vous avez des millions, voire des centaines de millions de personnes qui ont accès. Moi, je suis absolument d'accord avec vous là-dessus. Et je pense que dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est un peu optimiste. Parce que déjà, on n'a jamais vu une révolution comme celle-là. Et là, si à la place de 5000 techniciens qui savent faire ça, vous en avez 500 millions qui, d'un coup, grâce à l'IA, savent faire des attaques complexes, je vous souhaite bon courage. Oui, bonjour. J'avais une question. J'aurais aimé parler du rôle de l'IA dans les Advanced Persistent Threats. Parce que finalement, aujourd'hui, pour des raisons un peu matérielles, de coût, on peut voir les pentests sont souvent contraints dans le temps. On est sur quelque chose qui va être peut-être rapide, 1 semaine, 2 semaines. Avec l'IA, on peut voir que finalement, cette contrainte de temps peut disparaître et on peut se lancer beaucoup plus facilement sur des tests au long cours et beaucoup plus disons, puissant par ce biais-là. Est-ce que vous voyez une évolution, un nouveau paradigme justement dans la manière d'aborder les pentests avec en limitant cette contrainte? Alors j'ai l'impression qu'il y a 2 questions en une. La première, c'est l'IA dans les APT. Moi, de ce que j'ai vu, pourtant c'était plus des choses de recherche, j'ai vu un worm qui s'appelle Black Mamba, si je dis pas de bêtises, qui est assez incroyable, qui arrive sans aucune charge malicieuse et qui s'auto-transforme en envoyant un prompt à OpenAI, je crois. Donc ça, bien évidemment, pour rester sous le radar, les groupes APT vont utiliser. Mais finalement, c'est un peu ce que tu disais, hein, les groupes APT, c'est de l'industrialisation de techniques d'attaque.
Alors il y en aura peut-être plus. Moi je veux rester positif. Les défenseurs, on a aussi les mêmes outils, donc on aura les solutions que tu développes chez toi sont entraînées à l'IA pour justement détecter et bloquer ces attaques. Et donc dans ces scénarios APT, peuvent trouver des signaux faibles qu'un humain qui regarde des logs, pourra pas faire. Donc William est là. Donc nous, on a déjà en interne des IA adversariales. Donc à l'intérieur de la solution, on a des IA qui en permanence essaient d'attaquer notre solution. Donc elles apprennent à quoi ressemblent des données normales, des données d'attaque, et elles essaient plein de cas de figure, mais que sur des flux réseau. Et ça tourne en permanence et elles trouvent des failles régulièrement. Donc modifier la taille de la payload, modifier la taille du flux, modifier le protocole utilisé, et d'un coup ça passe et nos IA sont plus capables de les détecter. Donc en permanence on a des IA adversariales qui s'opposent les unes aux autres dans notre solution. Et on n'a pas le choix. Et ça nous coûte une blinde. Une dernière question et après on libère tout le monde, on va devoir libérer la salle. Allez, 2 et après j'arrête. Bonjour. Moi j'avais une question. En fait, je pense que dans le futur, on va avoir des malwares qui vont arriver et qui vont être directement couplés à des API via des intelligences artificielles. On peut citer WormGPT qui a disparu, mais qui était une des premières dans ce cas-là, qui est apparue notamment sur Hack Forum. Et en fait, moi je me demande, plutôt que de chercher à tout prix faire des red teams pour essayer de défendre l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une IA qui fonctionnerait comme une sorte de malware, mais qui serait intrinsèque à l'entreprise, donc dans l'Active Directory, et en fait qui analyserait tout le comportement et le trafic de l'entreprise de façon normale. C'est-à-dire que tous les trafics qui se font, ils sont normaux, toutes les actions qui sont effectuées, les modifications du registre, etc., tout est là, tout est normal, et à partir de ça, en fait, il pourrait analyser et dire, bon, là, il y a quelque chose de suspect, il y a quelque chose qui n'est pas normal et d'anormal. En fait, pourquoi on ne serait pas une sorte de snapshot de comment fonctionne toute l'entreprise, et dès qu'il y a une modification, quelque chose qui sort du contexte, et ben là, on aurait justement une idée, on aurait une intrusion, quelque chose de potentiellement anormal. Est-ce que c'est pas par là qu'on devrait aller? Ça existe. Ouais. C'est la solution Custody, c'est exactement ce qu'on fait. On cherche à apprendre le trafic normal et toute déviation, on commence à la caractériser, même sans savoir ce que c'est. On se dit, cet asset, il n'a pas l'habitude de communiquer sur ce canal-là en cette quantité à cette heure-là de la journée, c'est pas normal. Est-ce qu'on fait du SFTP à coup de 10 gigas sur un serveur de la compta un dimanche soir? Non, ça c'est pas normal. Mais où est-ce qu'on met le curseur? Et après ça lève beaucoup de faux positifs. Donc vous allez avoir beaucoup d'alertes et des analystes qui doivent aller investiguer ces alertes-là. Mais oui, c'est l'approche qu'il faut avoir. Alors il y a aussi une approche, quand on va apprendre du comportement, donc on a cette baseline. Et on suppose que le SI il est en baseline. Mais ça suppose aussi, a priori, que le SI, on le connaisse. Et dans les entreprises, quelles qu'elles soient, on ne connaît pas toujours très bien son SI. Très bien. Et deuxièmement, vous pouvez aussi avoir des opérations qui vont se faire, parce que vous avez des administrateurs qui travaillent quand même. On fait quand même des changements, surtout avec toutes les transformations digitales qu'il y a dans toutes les entreprises. Le SI, il n'est pas établi. Il n'arrête pas de changer aussi. Et ce qui fait que ça peut générer énormément de faux positifs. Alors ça peut marcher si on va identifier des actifs critiques, d'où l'approche analyse de risque, etc., et les mettre un peu en watchlist et remonter des alertes. Mais ça reste finalement une approche assez théorique de la cyber, parce qu'en fait, ça suppose qu'on connaisse son SI, et son SI bouge en permanence. Retour d'expérience, j'ai utilisé une solution comme ça, qui dans une ancienne vie. Exactement le problème que tu décris, super. À un moment, il y a un mouvement latéral, la solution a généré une alerte, c'était top. À un moment, on a intégré un autre groupe, et donc fusion de 2 SI. Et alors là, l'outil s'est mis à clignoter dans tous les sens, et on regardait plus ce qu'il faisait. Et des gens qui se sont fait pirater, qui avaient tous les XDR, EDR et je ne sais pas quoi DR possibles. Quand il y a les enquêtes derrière, on se rend compte qu'ils avaient les solutions, mais qu'il n'y avait personne qui regardait les alertes. Donc c'est des bonnes solutions, mais attention au bruit. Et si vous n'avez pas un humain derrière pour faire le tri et comprendre, tu me contrediras peut-être. Il y a un moment, il faut trier le vrai du faux. Mais oui, je pense que c'est des bonnes approches. Après, tu as le mitre attaque, etc. Donc qui donne des choses quand même, des signaux forts en fait. On est un peu dans un système expert après. Bonjour, merci pour vos interventions.
Petite question, je suis client, je commande des pentests et puis je voudrais m'assurer finalement de la qualité de ce que j'obtiens. Vous avez évoqué finalement des visions contrastées. Hein. Vous avez parlé d'exosquelettes en disant que ça va améliorer la qualité, ça va faire des super pentesters. Vous avez également indiqué que ça pouvait aller dans plutôt une dégradation finalement de la qualité. Donc, ma question c'est finalement comment est-ce que en commandant des pentests, je suis sûr d'en avoir pour mon argent, ou dit autrement, est-ce qu'avec l'apparition de l'utilisation de l'IA pour faire les pentests, est-ce qu'il faut que je change ma stratégie ou que je fasse appel à des tiers différents ou à des façons de tester différentes? Je pense. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais c'est comment est-ce que, si je suis acheteur, comment je m'assure que j'en ai pour mon argent, c'est ça? En gros, c'est ça, ouais. Moi, ce que je regarderais, c'est finalement quels sont les profils que je vais avoir et qu'est-ce qu'ils ont sous le capot pour être sûr que j'ai pas quelqu'un de un peu limité qui va juste utiliser de l'outillage et pas savoir faire la part des choses. Alors après, quelle est la métrique qui permet de savoir si le consultant que je vais avoir est bon ou est pas bon? Alors, il y a toujours le jeu des certifs, des qualifications, de tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment sur ce truc-là que je me rassurerais de quelle est sa capacité de faire les choses manuellement, de faire la part des choses, de pas uniquement se faire assister par l'outillage. Voilà, moi, ça serait ma façon de voir les choses. Ouais, il y a toujours un moment extrêmement agréable post-pentest, c'est quand on fait la restitution et avec qui on met dans la restitution. Et quand on a des gens qui sont compétents, des développeurs compétents, etc., c'est toujours agréable de voir le pentester se faire challenger par les équipes qui ont été pentestées. Donc déjà, les équipes, oui, qui ont été pentestées, le produit qui a été pentesté. Donc je pense que c'est tout bête. Hein. Si on fait du pentest et on ne comprend pas ce qui se passe derrière, on va avoir du mal à challenger, c'est évident. Et effectivement, d'embarquer les personnes qui sont en charge de la remédiation dans le futur, eh bien justement, ça permet d'avoir un dialogue assez intéressant. Et ça, c'est pour du pentest classique. Après, s'il y a de l'IA qui rentre en ligne de compte, ça veut dire est-ce qu'on penteste des infrastructures où il y a des API ou des choses comme ça avec de l'intelligence artificielle? Et donc là, c'est des pentests particuliers sur lesquels il faut se poser des questions, notamment est-ce qu'on a cloisonné, comme tu disais William tout à l'heure, est-ce qu'on a certaines choses qu'on ne veut pas voir sortir de l'IA, voilà, donc faut jouer, et ça c'est d'autres compétences, je ne sais pas si on les a encore beaucoup sur le marché, quoi. On va devoir couper. Messieurs, si certains veulent prolonger la discussion, où est-ce qu'on vous trouve? William, tu as un stand? On a le stand Custosy. Barbara, il est où notre stand encore? C7. Région Occitanie. Franck, on te voit sur une table ronde cet après-midi? Sur le SOC. Avec le Cézanne. Arnaud, dans les travées du forum? Dans les travées ou sur LinkedIn. LinkedIn. Jean-Michel? Et de même, ici encore 2 jours, et puis sur LinkedIn surtout. Donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. Merci messieurs. Merci.